Salam alaikum, bonjour, Zulf Lawen. Donc, suite à l'organisation d'un cycle de visioconférences en collaboration avec la direction de l'environnement de Wilaya de Béjaïa, aujourd'hui, c'est la première conférence, d'ailleurs qui s'intitule Exemple d'un projet structurant sur la ressource en eau. Et on va parler essentiellement de la ressource en eau du bassin versant de la Soumane. Donc, ce projet structurant a fait objet de plusieurs projets de recherche. Et ces projets de recherche ont réuni plusieurs compétences, donc maghrébines, entre autres donc une compétence tunisienne, deux compétences algériennes entre l'université de Constantine et l'université de Béjaïa, et des compétences marocaines entre l'université de Rabat, l'université de Marrakech, plus des compétences françaises qui est donc l'université de Haute-Normandie. Donc l'objectif assigné à ces projets-là, c'est de comprendre comment réagissent les bassins versants au changement climatique. Donc ce phénomène qui est en train de toucher la planète tout entière. Par contre, beaucoup de gens posent des questions qui sont légitimes. Y a-t-il réellement un changement climatique? Ces gens-là, on les appelle les climato-sceptiques, donc ils posent des questions qui sont assez légitimes, dans le sens pour pouvoir prouver, il faut tout d'abord mesurer et étudier. Si on va faire une sorte d'un résumé ou un état de l'art de tout ce qui s'est dit pendant des années via l'ONU, donc un groupement des experts du climat, leur synthèse sur les changements climatiques apporte les choses suivantes. C'est que presque toute la synthèse bibliographique que nous avons actuellement, elle a une vue assez exhaustive, mais qui est très difficile à interpréter. Pour quelle raison? Parce que beaucoup d'études sont généralement ciblées, ils étudient des systèmes bien définis, soit sur une région ou un hydrosystème donné, soit sur un thème, un nombre de paramètres donnés. Donc il n'y a pas d'uniformité dans la mesure pour pouvoir évidemment comparer. Deuxième chose, c'est que les méthodes utilisées et l'échelle spatiale appréhendée sont extrêmement différentes, c'est-à-dire que la notion spatio-temporelle est extrêmement différente. Les réflexions menées actuellement, si bien que de nombreuses études ne sont pas encore publiées et de ce fait difficilement accessibles. Il reste seulement à dire que l'on compare que le comparable, c'est-à-dire si on veut étudier un système, il faut avoir les mêmes nombres de paramètres, mais surtout il faut avoir la même chronologie. Et de plus en plus, le GIEC donc, exige pour qu'il y ait des financements de projets, qu'il y ait des chronologies de 30 années. C'est-à-dire, il faut avoir des paramètres qui soient hydrologiques ou des paramètres qui soient donc climatiques ou qu'ils soient sur la qualité de l'eau sur une période au minimum de 30 ans. Les paramètres climatiques, évidemment, qu'on étudie, évidemment, sur une chronologie de plus de 30 ans, on les ramène essentiellement d'une institution de l'État qu'on appelle l'ANRH, c'est l'Agence nationale des ressources hydrauliques. Donc c'est elle qui nous fournit en termes de température et précipitation sur d'ailleurs plus d'une centaine d'années. Juste, il faut savoir, et ça on le verra un peu plus tard dans la partie résultat, que nous avons un sérieux problème dans les bases de données. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 ans, on avait des précipitations, on avait donc des températures en termes de moyenne mensuelle. De nos jours, nous avons des moyennes journalières. Donc on est passé de la basse fréquence vers la haute fréquence. Et pour que les gens comprennent quelle est la différence, si on étudie un phénomène en ayant des paramètres mensuels, et si on étudie le même phénomène en ayant des paramètres journaliers, on peut commettre des erreurs de l'ordre de 1200%. Donc il est grand temps d'aller regarder de très près ces bases de données, les corriger pour qu'ils puissent nous donner de la vraie et de l'information avec des tendances assez avérées. Évidemment, sur les paramètres hydrologiques, qui sont donc la mesure du débit des eaux de surface, donc les courants de rivière, ainsi que les niveaux et stocks d'eau, ça c'est ce qu'on appelle les relevés piézométriques. Donc ça, ce sont de la mesure qu'on fait au sein du laboratoire. L'une des compétences aussi du laboratoire, c'est la mesure des paramètres de la qualité des eaux. Essentiellement, c'est la température de l'eau, c'est la matière en suspension, c'est la salinité, on appelle aussi la conductivité. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces paramètres-là, les Algériens les étudient depuis l'indépendance. Ceci n'empêche pas, quand on les étudie, l'essentiel des études se résume à faire des mémoires. Et les mémoires se font généralement entre le mois de mars
voire le mois d'avril, voire le mois de mai. C'est-à-dire qu'on étudie 3 mois sur l'année. Donc on ne peut pas dire réellement ce qui se passe pendant toute l'année. On peut avoir une vue exhaustive, mais on ne peut pas avoir la cyclicité, comment que les choses se répètent, comment que les choses évoluent, si on n'étudie pas pendant toute l'année, et surtout si on n'étudie pas à haute fréquence. Alors, quelles sont les méthodes qu'on utilise? On utilise évidemment des méthodes rétrospectives. Les méthodes rétrospectives, c'est aller prendre les données qu'on vient juste de citer, qui datent de 30 ans, de 40 ans, et de leur faire donc des tests statistiques pour analyser et déterminer les anomalies. Les tests de tendance, les périodes de retour des événements extrêmes, est-ce que les cycles, par exemple les saisons sont restées telles quelles ou est-ce qu'il y a des pénétrations intersaisonnières, et évidemment surtout on mesure la rupture des cycles, c'est-à-dire est-ce que l'été de 1940 est le même été que 2020. Évidemment nous avons aussi les méthodes prospectives. Les méthodes prospectives, c'est d'appliquer des modèles mathématiques qui soient empiriques ou non, pour aller projeter les phénomènes que nous sommes en train d'étudier vers 2050, voire 2100. Pourquoi 2050? Vous savez tous qu'en Algérie, pour pouvoir donc faire des investissements d'État, il faut passer par le schéma national de l'aménagement du territoire. Et le schéma national de l'aménagement du territoire a besoin de ces analyses à tendance pour pouvoir évidemment faire de la projection d'investissement. Exemple, par exemple, là où il faut placer un barrage, là où il faut placer des retenues collinaires, etc., etc. Alors, maintenant, si on fait de la modélisation, si on fait de la rétrospective, il faut avoir de la donnée. Mais tous les pays n'en structurent pas la donnée de la même manière. Donc le GIEC, il a fait ce qu'on appelle des scénarios selon la disponibilité de données. Regardez, ça donc c'est tous les scénarios GIEC, vous avez le A1, le A2, le B1, le B2, ce sont des scénarios qui dépendent du mode de disponibilité de données qui sont fournis par l'État. Nous avons par exemple au niveau de l'Algérie, on a des directions qu'on appelle les directions de planification et de l'aménagement du territoire. On va voir tout à l'heure comment qu'ils organisent leur base de données et comment qu'on retouche la base de données de telle façon qu'elle soit adaptable au scénario du GIEC. Alors, on va essayer de rentrer dans ce qu'on appelle la vision globale de ce changement climatique. C'est que nous savons tous qu'au niveau de l'atmosphère, la concentration du CO2, qu'on appelle d'ailleurs le gaz à effet de serre, a augmenté. Le taux d'aérosol dans l'atmosphère a augmenté. Donc on sait que ces gaz, ces aérosols sont responsables de l'effet de serre. Donc on injecte cette connaissance pour qu'on puisse les appliquer dans des modèles de circulation atmosphérique, voire océanique, pour évidemment pouvoir aller plus en détail et arriver jusqu'au modèle hydrologique. Les modèles hydrologiques, à titre d'exemple, le bassin versant de la Soumam, c'est un vrai prototype d'un modèle hydrologique. Par contre, l'inconvénient, c'est que toujours, il y a de nombreuses incertitudes sur les données et les modèles. C'est-à-dire, personne ne peut dire que j'ai la certitude absolue, quel que soit le modèle qu'il utilise. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas une possibilité de vérifier le futur. Le futur, on ne peut pas le vérifier. On peut tout simplement retenir une chose importante dans les modèles, c'est ce qu'on appelle l'analyse à tendance. On va se poser la question suivante. Est-ce que d'ici 2050, le taux de pluviométrie va baisser ou va augmenter? La réponse, on peut la donner, mais on ne peut pas donner avec certitude de combien. La même question est posée aussi pour la température. Donc, ce qu'il faut retenir des modèles qu'on va voir tout à l'heure, c'est surtout la tendance et non pas le chiffre tel quel. Alors, nous allons tout d'abord commencer donc, ce que je vais vous présenter. On va parler de l'échelle globale, donc qu'est-ce qui se passe à l'échelle planétaire. Et après, on va rentrer plus proche à nous, on va voir ce qui se passe au niveau de la zone méditerranéenne. Et évidemment, on va finir par l'échelle locale, on va parler de nos propres bassins versants et surtout l'étude comparative que nous avons effectuée entre ce qui se passe dans les bassins algériens. On a étudié Oued Soumam et le bassin Remel El Kibir qui est à Constantine, hein, donc celui-là qui donne le fameux barrage de Bni Haroun qui est à Mila, et un bassin tunisien qui est le Cap Bon, un petit bassin, plus 2 grands bassins qui sont donc au Maroc. La mesure à l'échelle planétaire, en termes de moyenne annuelle, regardez depuis 1860 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a une tendance très visible à l'augmentation de la température. Ça, c'est de la mesure. Donc, on démontre qu'effectivement, il y a une élévation de la température moyenne du globe à peu près de 0,6 degrés Celsius. Donc,
Ça, c'est une démonstration que personne ne peut contredire. Et regardez, il y a une apparition vers la Deuxième Guerre mondiale, vers les années 40, mais c'est une apparition qui a baissé un petit peu, et après, elle est remontée. Maintenant, que disent les modèles? L'observation, elle a dit, effectivement, il y a une tendance à l'augmentation. Les modèles, ils disent qu'il y a une tendance à l'augmentation vers 2050, voire vers 2100. Mais regardez les modèles, tout un chacun dans son chiffre. Il y a des modèles qui disent que vers 2100, on va obtenir seulement 2 degrés Celsius d'augmentation, en termes de moyenne. Par contre, il y a des modèles qui disent 5 degrés Celsius. Et ça, cette différence est immense. Vous imaginez, si au niveau de la planète, on augmente de 5 degrés Celsius, c'est déjà quelque chose d'immense et on va voir les conséquences. Alors, donc à l'échelle du globe, si on fait une synthèse, l'observation, c'est qu'il y aura une augmentation des précipitations de la pluviométrie moyenne à peu près de 3%. Ce qui va provoquer une augmentation de la température atmosphérique moyenne. Augmentation de la pluvio, augmentation de la température, forcément, on va faire augmenter les phénomènes de transévaporation. Évidemment, si on augmente les phénomènes de transévaporation, donc il y aura un peu plus d'eau dans l'atmosphère. S'il y aura un peu plus d'eau dans l'atmosphère, donc le taux de résidence moyen de la vapeur d'eau dans l'atmosphère provoque des sursaturations, donc ça va encore augmenter les précipitations. Ce qui est observé aussi, c'est qu'on observe une intensification au niveau des régions de haute latitude et équatoriale, mais par contre une stagnation, surtout au niveau du Maghreb. Alors, il y a un phénomène qu'on connaît, qu'on appelle donc l'oscillation nord-atlantique. C'est une sorte d'un équilibre entre deux masses d'air, une dépression et un anticyclone qu'on appelle la NAO. Cette NAO-là, elle peut être positive, elle peut être négative. Positive et négative, ça veut dire quoi? C'est la différence de pression entre les deux masses d'air. Si la différence est négative, donc ça a du bon effet sur le Maghreb. Si la différence est positive, ça a un mauvais effet en termes d'assèchement. C'est-à-dire, voilà ce qui nous ramène les périodes sèches et voilà ce qui nous ramène les périodes humides. Alors, ces anomalies-là, en termes de projection, regardez, on a dit tout à l'heure, en termes équatorial, il y aura toujours du bleu. Du bleu, ça veut dire qu'il y aura forte pluviométrie. Si vous avez le jaune, ça veut dire que vous avez une baisse de précipitation. Donc, en résumé, ce qui est projeté par rapport à la mesure actuelle, c'est qu'il va y avoir une augmentation des précipitations moyennes mondiales, basée sur les scénarios d'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre. Il y aurait une disparité spatiale des précipitations. Regardez, vers l'équateur, on garde la pluviométrie, mais vers les pôles, aussi, on garde la pluviométrie, mais vers les tropiques et la zone méditerranéenne, qu'on voit juste là, et bien évidemment, il va y avoir un abaissement de la pluviométrie. Alors, les conséquences. On a dit augmentation de température, augmentation de pluvio. Regardez ce qui se passe au niveau de la calotte groenlandaise. Donc, il y a une image satellitaire qui démontre que la calotte, elle a eu un bilan très négatif, presque une fonte qui est équivalente au dixième de la surface d'un pays comme le nôtre. Et regardez ce qui se passe au niveau des pôles, c'est que la banquise, elle a perdu en épaisseur presque un quart de la surface d'un pays comme le nôtre. Donc, vraiment, il y a un effet de température très marquant. Évidemment, s'il y a un changement au niveau de la pluvio, s'il y a un changement au niveau de la température, s'il y a une baisse au niveau des glaces, il y a fortement une influence sur les grandes rivières. Regardez en Afrique, on n'a pas vu un grand changement, c'est resté assez stable. Par contre, en Asie, il y a des augmentations de débit, comme en Amérique, alors qu'en Europe et en Afrique, eh bien, il y a une stagnation des débits. Par contre, les gens sont allés regarder, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des nappes? C'est-à-dire au niveau des nappes phréatiques en termes des stocks d'eau. Regardez, il y a plusieurs stocks d'eau qui sont en train de diminuer, il y a d'autres stocks d'eau qui sont en train d'augmenter. Mais regardez par exemple le Mississippi et le Nil, ils sont en train de subir une perte d'eau assez importante. Regardez aussi ce qui se passe au niveau des océans. On a dit tout à l'heure, augmentation de la température, augmentation de la pluviométrie et fonte de glace. Donc forcément, l'augmentation de température va être responsable de l'expansion volumique de l'eau. Donc, les conséquences sont au niveau des mers. Il va y avoir une augmentation du niveau d'eau de mer. Évidemment, là aussi, on regarde que l'eau de mer, il a augmenté presque de 20 cm pendant presque un siècle. C'est quelque chose d'immense. Évidemment, si on recherche quelles sont les conséquences maintenant de ces augmentations, les conséquences, alors, c'est que les modèles, ils disent la chose suivante. Tout à l'heure, on a vu la mesure. Les modèles, ils disent que d'ici 2100, regardez, ça peut augmenter jusqu'à 20,
c'est ce qu'on vient juste de voir, mais ça peut monter jusqu'à 80 cm. Ça, c'est les modèles. Je vous ai dit au départ que les modèles, comme ils peuvent dire la vérité, comme ils peuvent dire aussi autre chose. Mais la tendance de tous les modèles sont à l'augmentation. Alors, puisque la tendance est à l'augmentation, on va prendre un pays comme l'Égypte et on va essayer de regarder ce qui va se passer au niveau des côtes. Donc l'Égypte, vous avez de ce côté l'Alexandrie, l'Iskandarienne, vous connaissez tous. Regardez au niveau du delta du Nil, si il va y avoir une augmentation de l'eau de mer d'à peu près de 50 cm, il va y avoir 1800 km² de terres arables, donc qui sont très valables à l'agriculture, qui vont être submergées par l'eau de mer. Et ils vont faire déplacer 4 millions de personnes, égyptiens, au temps actuel, mais en plus, ça va provoquer aussi une famine importante, puisque ce sont les terres les plus arables d'Égypte. De ce côté-là, on a fait une simulation la plus catastrophique, c'est l'eau de mer augmente de 1,5 m, donc ce n'est plus 4 millions, c'est plus de millions de personnes qui vont être déplacées, mais surtout les terres arables qui vont être submergées par l'eau de mer. Voici donc ce qui se passe, ça c'est l'évolution de la température des surfaces des eaux, c'est-à-dire sur presque un siècle, on a vu que la température à la surface de l'eau a vraiment augmenté. Alors, on a cherché, mais qui on est responsable. Le plus grand responsable, il y en a d'autres responsables, mais le plus grand responsable, le plus incriminé, c'est le CO2, qui est très corrélé à l'augmentation de la température. Donc là, vous voyez une corrélation hautement significative entre le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère et la température de l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant si la température va augmenter, si le taux de CO2 a augmenté, mais le taux de CO2, il est soluble dans l'eau. S'il est soluble dans l'eau, nous savons tous que le CO2, une fois qu'il rentre dans l'eau, il se transforme en carbonate. S'il se transforme en carbonate, donc il se transforme en acide, il va acidifier les eaux de mer. Donc ça va provoquer l'abaissement du pH, ce qui va toucher directement toute la faune qui est strictement dépendante du pH de l'eau de mer. Exemple, les crustacés qui ont une carapace en calcaire, donc ça va toucher automatiquement la chaîne trophique. Et si ça touche la chaîne trophique, ça touche évidemment le système alimentaire humain. Nous sortons maintenant de cette analyse globale, nous allons maintenant rentrer sur la zone méditerranéenne. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la zone méditerranéenne? On a vu tout à l'heure que c'est très différent ce qui se passe par exemple au niveau des équateurs, ce qui se passe en zone équatoriale, ce qui se passe au niveau des pôles, mais surtout au niveau des tropiques et au niveau de la Méditerranée, c'est des choses complètement différentes. Nous allons nous intéresser seulement à ce qui se passe au niveau de la Méditerranée. Alors, au niveau de la Méditerranée, les simulations ainsi que la mesure. La mesure dit que maintenant, on a eu une baisse de précipitation de 5%. Mais sur 2100, on projette une baisse à peu près de 35%. Donc sur la Méditerranée, la baisse est avérée. Sur la température, c'est la même chose. Actuellement, on a une augmentation de la température, mais une baisse, plutôt une augmentation de la température de 3 degrés Celsius, mais sur 2100, presque de 5 degrés Celsius. Et regardez, sur la Méditerranée, il y a la rive nord et la rive sud. La rive sud, donc, c'est l'Afrique du Nord. La rive nord, c'est donc l'Europe du Sud. L'Europe du Sud est moins marquée que le Maghreb. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moins de conséquences au niveau de la rive nord que la rive sud. Alors, ça, c'est des anomalies de température au niveau de la surface de la mer. Regardez, là, c'est l'observation actuelle. C'est que les plus grandes observations en termes d'augmentation de la température au niveau de la surface de l'eau de mer, c'est beaucoup plus à l'est de l'Italie, au niveau de la mer Noire, et beaucoup plus ça va se passer vers l'est de la Méditerranée, et ça va venir au niveau de la rive sud de la Méditerranée, chez nous, à partir à peu près de 2070, voire 2100. Alors ça, c'est la distribution géographique des vitesses de variation du niveau de la mer. Donc on voit que le niveau d'eau de mer augmente beaucoup plus, ce qu'on a vu tout à l'heure, vers l'est de la Méditerranée, beaucoup plus que vers l'ouest de la Méditerranée. Mais regardez par exemple au sud de l'Italie, il va y avoir même une baisse du niveau d'eau de mer, mais regardez ce qui va se passer au niveau de la mer Noire, c'est des augmentations assez importantes. Alors, si on résume ce qui va se passer avec la Méditerranée actuellement, on considère la Méditerranée comme étant un hot spot du changement climatique. C'est un point chaud.
du changement climatique. Pourquoi? On a dit depuis tout à l'heure que la température va augmenter, que les précipitations vont baisser, mais par contre, la démographie va augmenter, ce qui va y avoir des conséquences assez importantes sur ce qu'on appelle les pressions anthropiques. On va développer l'agriculture, qui est très consommatrice d'eau, l'industrialisation et surtout l'urbanisation. Nous savons à peu près que d'ici 2050, 70% de la population de la Méditerranée, et d'ailleurs, va vivre au niveau des cités urbaines. C'est-à-dire l'exode rural va être encore plus importante d'ici 30 ans, 40 ans. Donc actuellement, voilà ce qu'on peut dire. Il y a une pression assez importante sur la ressource en eau. Donc forcément, il y a une diminution de la quantité, une dégradation de la qualité. La demande en eau, elle a doublé, elle est maintenant le double. Il y a quelques années, la consommation moyenne d'un Algérien était à 50-60 litres par jour. Actuellement, elle est à 120 litres par jour. Il y a actuellement 40 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Il y a 60 millions de personnes au niveau de toute la Méditerranée qui n'ont pas d'accès à un système sanitaire d'assainissement. Donc vous imaginez que tout ça va au niveau de la Méditerranée. Donc nombreux cours d'eau sont pollués par rejets domestiques et industriels non épurés. Donc la Méditerranée aussi va recevoir toute cette pollution. On calcule à peu près que sur tout le pourtour méditerranéen, on est à peu près à 600 millions de personnes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2050? Si on reste avec son mode de gestion, si on va rester dans la même consommation, si on ne va pas changer notre gouvernance au niveau de la ressource en eau, c'est que ça va rester tel quel. Les températures vont toujours augmenter, on les a vues tout à l'heure, donc de 3 jusqu'à presque 5 degrés Celsius. Les précipitations vont baisser, toujours l'agriculture va être développée, qui va consommer un peu plus d'eau, l'industrialisation va continuer, mais surtout l'urbanisation qui va prendre de l'ampleur. Et dans ce cas-là, les prévisions sans modification de la gestion, c'est l'aggravation de la situation. Il y aura des prélèvements proches ou supérieurs à la limite des ressources renouvelables. Pour certains pays, on va les voir tout à l'heure. Et il va y avoir à peu près 290 millions de personnes en situation de pénurie. On va voir que les pays qui vont être les plus assujettis à la pénurie, eh bien, ça va être les pays les plus guerriers. C'est d'ailleurs les guerres de l'or bleu que tout le monde attend et qui sont les prévisions actuelles et qui ont commencé déjà au niveau de l'Égypte, au niveau de la Syrie, de la Turquie. Il y a un combat autour de l'eau qui est immense. Alors, voilà, en grosso modo, les indices d'exploitation des ressources naturelles, hein, plus cet indice est important, plus il y a de la tension sur la ressource. Regardez, en termes de schéma, en 2005, voici les pays les plus assujettis à de la tension, au manque d'eau. Regardez, le Maroc aura de sérieux problèmes d'ici 2025. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Nous avons étudié le dénivellement des nappes marocaines. C'est quelque chose d'assez important chez eux. Alors maintenant, on va sortir de ce cadre méditerranéen et on va rentrer dans nos bassins, c'est-à-dire on va s'occuper du Maghreb. Alors, avec nos amis, voilà tous les bassins que nous avons étudiés. Donc, il y a le bassin de la Soumam, donc il a été étudié par l'université de Béjaïa. Le bassin Kiber-Roumel, donc celui qui traverse Constantine, il a été étudié par l'université de Constantine. La Tunisie, donc avec un petit bassin de 430 km², mais hautement à gros investissement agricole, qu'on appelle le Cap-Ban. Et il est géré par l'université de Tunis. Et l'université de Marrakech ainsi que l'université de Rabat, donc regardent deux gros bassins importants, nous montrent en tous les cas la capacité agricole du Maroc, donc le Tinsift et le Sebou. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un bassin versant? C'est quelque chose de très simple. Vous avez donc des montagnes qu'on considère comme étant des lignes de partage des eaux. Donc une goutte d'eau, quand elle tombe, elle n'a pas beaucoup de choix. Soit elle tombe de l'autre côté, soit elle tombe de ce côté-là. Si elle tombe de ce côté-là, donc elle est ramassée dans un réseau hydrographique, donc des petites rivières hein, qui vont donner la grosse rivière collectrice. Donc tout le bassin va avoir une sortie, c'est ce qu'on appelle l'embouchure. Ici à Béjaïa, par exemple, l'embouchure, c'est juste après le pont de la Soumam. Donc c'est l'eau qui sort directement vers la mer, donc vers Bougie-Plage. Hein, donc c'est un peu plus bas. Voilà. Donc voilà la définition de ce que c'est qu'un bassin versant, le bassin versant. Rappelez-vous tout à l'heure, quand j'ai parlé du GIEC, j'ai donné des scénarios avant d'arriver à la modélisation. J'ai dit que les modèles du GIEC A1, A2, B1, B2 dépendent fortement de la donnée que vous avez. Donc, regardons la donnée institutionnelle que nous avons au niveau donc, de Béjaïa. En tous les cas, c'est une donnée valable pour toutes les wilayas d'Algérie. Voilà comment que les DPAT, comment que les directions de planification et de l'aménagement du territoire organisent leur base de données. Donc, vous avez l'organisation administrative, le milieu physique, la démographie, l'économie, etc., etc. Donc, nous avons pris cette base de données
évidemment que nous avons reconstruit en termes de sous-bases de données. Donc ces sous-bases de données ont fait objet d'un traitement cartographique. On va voir quels sont les outils que nous avons utilisés pour la cartographie. Donc ça, c'est les bases de données acquises du milieu institutionnel. Ça, c'est les données et les mesures sur le terrain qu'ont effectué nos doctorants et nos chercheurs au niveau de ce laboratoire. Donc les données de série chronologique climatique, nous l'avons présenté tout à l'heure, il fallait avoir la température, la pluvio, et après calculer la transévaporation. Donc tout ça est obtenu par un organisme d'État qu'on appelle l'INRH, l'Institut national de la ressource hydraulique. Les mesures du flux hydrosédimentaire, on va voir tout à l'heure comment on a le flux hydrosédimentaire, c'est-à-dire on calcule les débits massiques, combien que l'oued charrie en termes de masse. Et les mesures de paramètres de pollution, on les a cités, c'est la demande biochimique en oxygène, la DBO, les MES, les matières en suspension, la DCO, la demande chimique en oxygène, la conductivité, certains métaux lourds, certaines matières organiques, etc., etc. Donc là, c'est la mesure des paramètres de pollution, et pendant des années, c'est-à-dire on a mesuré ça pendant à peu près une dizaine d'années. Et la cartographie, donc on a utilisé le modèle numérique du terrain, la topographie, ainsi que beaucoup d'imagerie satellitaire. Donc ça, c'est pour vous montrer, si on fait de la collaboration, c'est pour faire du croisement de compétences. Nous ne maîtrisons pas toutes les techniques, mais nos amis tunisiens maîtrisent des techniques qui sont différentes des nôtres. C'est pour ça qu'on fait une collaboration, c'est pour apprendre la technique. Alors, nos amis tunisiens, ceux qui gèrent le Cap-Bon, ils étaient très spécialisés dans la salinisation des eaux. Donc, pourquoi? Parce que le Cap-Bon étant un bassin versant directement dans la mer, donc eux, ils regardent est-ce que l'eau de mer est rentrée dans leur nappe phréatique. Et évidemment, puisque les Tunisiens, leur station d'opération fonctionne assez bien, donc l'eau qu'ils récupèrent est assez bonne. S'ils ont des pertes en eau assez importantes, ils rechargent la nappe. Donc ils sont spécialisés dans les recharges de nappe. Par contre, nos amis marocains, eux, ils sont spécialisés aussi dans la recherche de nappe, mais surtout et surtout dans la mesure des abattements de nappes phréatiques. Donc, c'est beaucoup plus des spécialistes dans la mesure piézométrique. Nos amis de Constantine, ceux-là s'intéressent aux fuites karstiques qui se passent donc au niveau du barrage de Mila, du barrage de Bni Haroun. Par contre, nous, on mesure la qualité des eaux superficielles et souterraines, et on mesure à haute fréquence, et on va le voir tout à l'heure, des flux hydriques et sédimentaires superficiels et souterrains avec des sites pilotes. Voici donc les appareils que nous possédons. Nous avons donc cet appareil qui est un collecteur automatique d'échantillons. Pourquoi il faut avoir un collecteur? Parce que notre bassin versant est assez réactif. Des fois, surtout quand il y a de la forte pluviométrie, il y a des fois des inondations. Et quand il y a des inondations, ça veut dire que le chercheur ne peut pas accéder au site. Donc qu'est-ce qu'on fait? On choisit des sites. Même s'il y a une inondation, cet appareil fait de la collecte en automatique, et nous on arrive juste après l'inondation pour aller mesurer. Nous avons aussi ce petit appareil qui est un analyseur à haute fréquence. Il mesure plusieurs paramètres à haute fréquence. Il mesure donc 5 paramètres, l'oxygène dissous, la température, la conductivité, la MES et un autre paramètre. Il le mesure, et le pH, il le mesure chaque demi-heure. Vous imaginez, en une année, en 52 semaines, en 365 jours, chaque demi-heure vous avez un poids. Et là, vous avez ce qu'on appelle un piézomètre. Il mesure le niveau d'eau dans les nappes phréatiques. Donc, on a vu les équipements que nous avons. Et ça, par contre, c'est avec ça qu'on traite les bases de données. Donc, nous ramenons du milieu institutionnel. Et là aussi, on calque nos chiffres. Donc, vous avez le logiciel le plus connu dans les systèmes d'information géographique, c'est ArcGIS. Mais pour archiver, pour faire les bases de données cartographiques, on utilise le SafeGIS. Voilà quelques types de cartes produites donc, par le SIG. Donc là, vous avez un MNT, vous avez une carte géologique, vous avez une carte d'érosion, vous avez des cartes de démographie de tout le bassin. Là, vous avez une carte importante, c'est la carte d'occupation de sol par les végétaux. On voit par exemple là, sur tout le bassin, surtout sur la profondeur du bassin, d'Akbou jusqu'à Tazmelt, on voit tout ce qui est en vert, c'est les aires oléicoles. Et nous savons que cette région est une aire à vocation purement oléicole. On voit tout ce qui est jaunâtre, c'est tout ce qui est figuicole. Donc on peut faire beaucoup de choses, même pour l'agriculture, via ces cartes-là. Là, vous voyez donc une carte avec le MNT, le modèle numérique du terrain terrestre, et le modèle numérique, marin. Donc là, on voit le fond sous-marin. Par contre, ce qui reste inconnu, c'est tout ce qui est en zone blanche.
parce que cette zone blanche, c'est là où le bassin, voilà, là vous avez l'oued de Soumam, donc qui diverse son eau, évidemment tout ce qu'il charrie, il remplit cet espace-là et il modifie complètement la topographie sous-marine. Donc là, c'est le bassin de la Soumam.